Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour le maintien de votre autonomie. Bonjour, bienvenue à Info Aînés. Pour notre dernière émission, déjà la 14e, on reçoit Yves Simoneau du service de police de Thetford Mines aux affaires publiques et relations communautaires. Il vient nous parler de la fraude, définir la fraude et surtout comment l'éviter. Bonjour, Monsieur Simoneau. Bonjour. Ça va bien? Oui. Première question qui va de soi. Comment définir une fraude? Bon, tout d'abord, il faut dire que c'est un acte qui est dans le code criminel. Okay? On pourra peut-être tantôt le prendre, l'extrait du code criminel que j'ai apporté, puis on le regardera un petit peu. Mais la fraude, c'est ce qu'on peut dire, c'est mener malhonnêtement le public ou une personne dans le but d'obtenir une partie de ses biens, okay? Ou l'ensemble de ses biens, que ce soit matériel ou financier. Donc, il y a un aspect de supercherie, de mensonge auquel la victime de fraude va acquiescer, mais c'est parce qu'elle se fait tromper. Dans le sens large, on pourrait l'expliquer comme ça. D'accord. Si on parle de vol, fraude, est-ce qu'il y a une différence? Oui, effectivement. Le vol, lorsqu'une personne va s'emparer d'un bien qui ne lui appartient pas, donc l'exemple banal, j'ai une décoration chez nous, mon petit nain de jardin, des gens passent en avant puis ils partent. Ils me le volent, ben c'est peut-être pas la valeur qui est importante, c'est le geste. Dans le domaine policier puis en droit, on va regarder le geste qui est commis puis sa nature si elle est inscrite dans le code criminel. Donc, prendre l'objet qui ne t'appartient pas, tu n'as pas d'apparence de droit dessus, c'est un vol. En matière de fraude, ben la personne pourrait se faire prendre de l'argent ou des biens ou céder des choses, mais elle va se faire compter un bon mensonge, une supercherie, puis elle va quand même accepter le marché. C'est après coup qu'elle va se rendre compte qu'elle a été manipulée. Fait qu'elle est là la différence. La semaine dernière, avec Mme Julie Forgue, on parlait de maltraitance financière. C'est quoi la différence entre maltraitance financière et fraude, au point de vue légal? Bien, la maltraitance financière, c'est la personne pourrait donner peut-être son accord dans certains cas pour donner de l'argent, acquiescer à des demandes de somme, mais dans le fond d'elle-même, ça y tentera probablement pas. Si on peut le résumer comme ça. Quelqu'un pourrait faire des pressions pour faire modifier le testament. Celui qui s'occupe de la personne, peut-être que si la personne âgée n'a peut-être pas d'enfant, pas de descendants, ou en a peut-être, mais pourrait dire pour s'interroger à un moment donné devant cette autre personne-là qui aurait envie de profiter de sa vulnérabilité. Et puis, voyant l'occasion, cette personne-là pourrait mettre de la pression, tenter de lui vendre l'idée, « Hey, il faudrait peut-être que tu modifies ton testament, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de tes choses, inquiète-toi pas. » Peut-être que dans le fond de lui-même, l'idée, c'est d'aller mettre la main sur des sommes ou des biens. Fait que la mauvaise intention, là, elle est présente, là. Mais il lui vole pas. Il va l'accompagner chez un notaire, puis le notaire, lui, il va poser des questions, mais peut penser que la démarche est correcte et volontaire. Peut-être que la personne, elle ne se livrera pas devant le notaire. Elle n'osera pas le dire, mais on voit la subtilité là-dedans. Là. Ça peut être de longue haleine, hein? C'est pas juste dans une discussion d'une fois, ça peut être à force de s'en occuper, de démontrer de l'attachement. Fait qu'à un moment donné, ben, il va, comme on dit, planter sa petite graine, là, puis tranquillement, ça va faire le travail. Fait que ça c'est un exemple. De l'autre, maltraitance financière, ça pourrait être une personne qui va aller rendre des services à ces personnes âgées-là, ces personnes vulnérables-là, mais pour un transport, je prends un exemple qui m'a déjà été raconté, pour emmener la personne d'une résidence de personnes âgées à l'hôpital, par exemple, pour un rendez-vous, puis l'attendre là 1 heure ou 2, et la ramener après son examen à l'hôpital, avait presque reçu 300 $. Pour un, ça va être, il est capable de payer, puis il est capable, puis go, paye.
Pour un autre, c'est carrément abusif. Fait que ça dépend comment on le regarde. Mais quand je donne cet exemple-là du transport onéreux, ben, la plupart des gens ont le réflexe de, comme on dit, écarquiller les yeux et dire « Voyons, ça n'a pas de bon sens ». Mais il y en a... C'est exagéré, effectivement. Ben, c'est exagéré. Là. On se le dit entre nous, mais je pense que tout le monde... Toute personne normale pourrait trouver ça exagéré. Mais imaginez, donc, il va s'offrir. Puis la personne acquiesce à ça, puis ben, il peut arrondir généreusement ses fins de mois au profit de la vulnérabilité de cette personne âgée-là, effectivement. Pour nous aider à illustrer la différence entre la maltraitance financière et la fraude, pouvez-vous nous donner des types de fraude les plus Il y en a communs? tellement. Il y en a tellement. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler d'arnaque téléphonique contre les aînés, appelez ça la fraude grands-parents. Rapidement, la fraude grands-parents, c'est la personne âgée qui va recevoir un appel et l'appelant, qui n'est pas le petit enfant, le petit-fils ou la petite-fille de la personne âgée qui le rejoint, va lui dire des mots comme « Allô, grand-maman, tu me reconnais? » Mais elle ne le reconnaît pas. Fait que là, la personne qui mord l'hameçon de ça va nommer c'est-tu Jean-Guy? C'est-tu François? Ben oui, c'est François. Alors là, le lien de confiance commence à s'établir. Puis il va lui réclamer de l'argent pour différentes raisons. Ce qu'on a déjà vu, c'était j'ai des problèmes avec le service de police, par exemple, à Montréal. J'ai besoin de payer une caution. Veux-tu m'envoyer ça? Puis je vais être capable. Puis quand je vais revenir à la maison, je vais aller te voir. Puis je vais te. Ben oui, François. Puis bon. Puis que la personne âgée embarque dans ça. Je dis la personne âgée parce que généralement, les gens sont, on va dire, âgés. Là, on parle du 55-60 ans et plus, mais il n'y a rien qui dit que ça ne pourrait pas arriver à une personne avec une autre vulnérabilité aussi. Donc, la fraude des grands-parents, ça, ici, localement, je ne peux pas vous dire qu'on en a eu beaucoup, mais on sait que provincialement, ça s'est fait souvent. Ça s'est parlé il y a quelques années, puis même encore en 2021. On a des infos que ça se produit encore. Mais plus ça va se parler, plus les gens, entre eux, quand ils apprennent ça, dans les médias ou par le biais des émissions comme aujourd'hui, s'ils s'en parlent entre eux, ben ça crée une prévention, là. On en a parlé, on s'informe entre nous, on se partage cette possibilité de fraude-là. Si jamais ça l'arrivait, on risque de ne pas mordre dans l'hameçon et d'éviter des victimes. Les fraudes COVID-19, il y en a eu, parce qu'il y avait, surtout par Internet, offrir supposément des vaccins ou des tests de dépistage éprouvés, mais qui ne sont pas encore sur le marché pour telle raison. Soyez donc les premiers à vous munir contre cette pandémie. Donc, si vous voyez ce genre de phrase-là, puis les gens avaient qu'à commander, mais ils payaient dans le vide, ils ne recevaient jamais rien. Donc ça, ici, pour Thetford, en tout cas, on sait que ça existait, mais on ne peut pas dire qu'on a eu des victimes par rapport à ça. Il y en a peut-être eu, mais ça ne veut pas dire... C'est pas tout le monde qui porte plainte de fraude. Il y a aussi les fraudes amoureuses. J'aurai peut-être une histoire pour vous autres tantôt là-dessus. Fraude au nom de l'Agence du revenu du Canada. Donc, il faut faire nos impôts chaque année, provincial et fédéral. Et les gens, à un moment donné, reçoivent un appel, c'est supposément un agent du fédéral, de l'Agence du revenu du Canada, disant, bien, vous avez un solde d'impôts impayé, et puis là, si vous ne payez pas maintenant pour régulariser la situation, c'est un bout de phrase qui est employé souvent, ça, puis qui fait peur à des gens. Si vous voulez régulariser donc la situation, ben il faut payer. Sinon, on met la GRC après vous. J'ai reçu des appels comme ça. La GRC, la GRC va être après vous. La GRC, on sait, c'est le corps de police fédéral. L'Agence du revenu pour l'impôt fédéral. Pour certaines personnes, ça tombe crédible. Puis ça pourrait-tu arriver que pour certaines personnes, ben peut-être qu'ils savent qu'ils ont du retard dans les impôts, mais pour différentes raisons, ils l'ont oublié d'envoyer le chèque ou ils ont envoyé une partie, puis la vie fait en sorte que là, il y a quelqu'un qui vient tendre la perche, qui vient lancer l'hameçon chez cette personne-là, puis ça va mordre. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, ces fraudeurs-là, au travers d'un discours assez articulé et convaincant, même apeurant? Ils vont demander des renseignements personnels. Si tu bien, madame, monsieur un tel, c'est quoi votre date de naissance? Alors que généralement, ces institutions-là, ces places-là ont vos renseignements. Ils n'ont pas à vous ils vous demanderont pas de les confirmer, ils les ont. C'est là que les gens ils se font prendre. Puis, on a vu des cas où est-ce que, ici, à Thetford, les individus se présentent au poste, puis ils nous racontent cette histoire-là. Puis ce qu'ils nous disent, c'est que l'agent de Revenu Canada, au lieu de me demander combien de chèques que je vais envoyer, ben, il me demande d'aller au dépanneur ou dans un quelconque magasin où est-ce qu'il y a des cartes prépayées de tout genre, le Google Play, NeoSurf. Bon. En arrière duquel il y a des codes, puis lorsque la personne a ce code-là, peut le rentrer sur Internet et faire des achats, puis demandait de rembourser, dans le fond, un solde d'impôt en carte de type Google Play.
c'est un peu farfelu. C'est très farfelu. Puis c'est pas comme ça qu'on rembourse nos impôts, là. Non, pas d'habitude. D'habitude, non. Mais il y en a qui, peut-être devant la peur, à cause du contexte, à cause du moment de timing dans leur vie où est-ce que cette arnaque-là est arrivée, ben ils ont mordu. Puis des fois, c'est des gens autres à qui en ont parlé qui disent mais non, ça n'a pas de sens, va au poste de police, puis plains-toi de ça. Fait que c'est comme ça qu'on a su que ce type de fraude-là, au nom de l'Agence du revenu du Canada, était sur notre territoire. Il y a des fraudes par carte de crédit, débit. Il y a différentes... la fraude de l'entrepreneur, fraude de fausses loteries, j'en ai une liste ici. Là. Usurpation des numéros de téléphone de service. Il y a je dis une mode, là, mais il y a une façon d'opérer que les fraudeurs ont depuis, je vous dirais, environ 1 an. Où est-ce qu'ils... Je ne sais pas par quel moyen technologique. Moi, je ne suis pas quelqu'un de technologique. Là. Je ne suis pas capable d'expliquer la technologie. Ils sont capables comme d'imiter un numéro de l'institution financière, de service de police, d'un centre de santé. Alors, si vous avez l'afficheur sur votre appareil, ça pourrait dire, bon, ben, c'est le numéro de service de police qui appelle. Puis là, il va vous amener une histoire que c'est le département des fraudes, votre compte a été fraudé. Puis là, il commence, comme on dit, à sortir son violon, puis il tente de vous endormir, puis il vous demande des sommes pour régulariser la situation. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si au service de police, on a un dossier de fraude, on part, on va rencontrer les personnes pour les interroger. On ne les appelle pas en leur demandant leur numéro de carte de crédit ou de compte bancaire. Donc, ça existe, tout ça, ce genre de fraude-là. J'en ai quelques exemples. Si vous êtes d'accord, oui, on peut... Justement, ma prochaine question, c'était quoi les cas les plus fréquents? Tout à fait. Sur le territoire. Oui, c'est ça. Des exemples concrets là, que vous avez dû... Oui, on a des histoires, puis je trouvais que raconter des histoires qu'on a sorties dans les médias via des communiqués de presse, on va parler de l'histoire puis de l'arnaque, puis je pense que ça va bien imager là, pour les personnes qui nous écoutent c'est quoi, puis s'en prévenir, puis après ça, là, faut vous ayez d'en parler hein, pour que le message se passe. 29 avril 2020, on sortit un communiqué à l'effet qu'il faut faire attention aux vendeurs frauduleux sur le web. Donc, la première chose, c'est les échanges courriels qu'il y a avec des annonces d'animaux à donner. Oui. Beau petit chat, je suis seul dans la vie, je veux avoir un animal de compagnie. Il est à donner, cet adorable minou. Donc, j'écris, je réponds à l'annonce, mais oui, il est à donner, c'est parfait. Mais là, il y a des frais de cage. Puis là, il faudrait le faire vacciner. Puis il y a un frais de transport quelconque, et ça s'additionne. Donc, les gens qui sont venus porter plainte dans ce type de fraude-là, les pertes déclarées là, se chiffraient entre 150 et 6 300 $. Oh, coûte cher, où est-ce qu'ils ont eu à débourser? Il coûte cher le minou gratuit. Hein? Ouais. On a envie de sourire un peu, mais c'est pas drôle du tout quand la personne arrive. Là, ça pouvait être dans certains cas, c'est une grande partie de leurs économies qui ont passé, puis c'est carrément du vent. Là. Et ils sont probablement pas vaccinés, les petits chats. Là. Sûrement. Ben, c'est parce qu'ils n'ont jamais reçu l'animal. Donc, non plus. Exactement. Okay. Ils ne reçoivent pas l'animal. Donc, c'est carrément frauduleux. Fait que ça, donc, c'est une histoire par rapport aux animaux qu'on avait sortis. Un autre qu'on avait publié en mai 2020, où est-ce que une personne de Thetford avait effectué des démarches pour louer un appartement à Montréal, puis le supposé locateur, pour louer ces logements-là là-bas, demandait des preuves de solvabilité. Alors, il disait, tu vas m'envoyer par carte des cartes prépayées de type NeoSurf. Il avait exigé une somme de 600 $. Puis, à un moment donné, lorsqu'il a voulu le recontacter, lorsque le résident de Thetford qui voulait un logement à Montréal, après avoir envoyé son 600 $ par le biais de carte, il a voulu recontacter cette personne-là pour finaliser son processus de bail et tout. Ben, jamais été capable de rentrer en contact avec. L'annonce n'existait plus. Alors, imaginez, il y en a pris un ici. Comment il peut en avoir pris un peu partout là, dans le Québec, là, c'est fou. Mais cette personne-là semblait de bonne foi, puis il s'est fait avoir. Il y a des gens aussi qui étaient faussement hospitalisés. Donc, on a des personnes dans notre territoire qui ont reçu des courriels qui venaient d'amis, là, dans leur liste de courriels de bonnes amies, puis ils disaient, là, je suis à l'hôpital, ça va pas bien, j'ai un gros cancer, larynx, des choses comme ça, je suis pas capable de parler, le seul moyen que j'ai, c'est le courriel. J'aimerais que tu m'aides, ça me prend de l'argent pour mes frais de chambre ici, puis manger, puis tout ça. Puis comme je suis pas capable de parler, puis pour ma confidentialité, là, versus les infirmiers puis les médecins, j'aimerais mieux qu'on fonctionne juste par courriel. Fait qu'il y a des gens qui ils ont tout de suite, comme on dit, mordu à l'hameçon là-dedans. Puis il y a des gens qui ont dépensé plus de 10 500 $. Ah oui, quand même. Hein? C'est beaucoup, là.
en paiement par carte comme ça. Puis à un moment donné, la personne, la supposée fraudeur a dit « faudrait peut-être que tu viennes me chercher ». Et puis la dame, elle s'est rendue à l'hôpital. Après 45 minutes d'attente à l'extérieur, elle a dit « Comment ça que mon amie, elle sort pas? » Elle est rentrée dans l'hôpital. Elle a demandé « Mon amie, elle sort de l'hôpital aujourd'hui. » Madame, on n'a jamais hospitalisé cette personne-là ici. Et c'est toujours par paiement de carte prépayée? Toujours par type de carte prépayée, comme on disait tantôt, NeoSurf ou Google Play. Là. OK? Et c'était c'était populaire, cette demande-là, OK, pour se faire rembourser, parce que ça donne l'argent directement au fraudeur là, qui va l'encaisser pour ses achats Internet très souvent. Là. Au lieu de le prendre sur sa paye, bien, il le prend en provenant de ces cartes-là. Donc, en mai l'année passée, on avait diffusé cette histoire-là. J'en ai un autre ici, où est-ce qu'en juin 2020, on a sorti par communiqué de presse l'histoire suivante. C'est un homme âgé de 84 ans qui a des amputations diverses, qui a une mobilité pas mal réduite, qui s'est présenté au poste avec son assistante, là, sa travailleuse sociale, et puis il disait qu'il avait été fraudé pour une somme de 7 200 $. Okay. Donc, personne vulnérable, dans plusieurs sens du terme. Les premiers éléments d'enquête qu'on avait là-dedans démontraient que la madame qui gérait le portefeuille de monsieur, les finances quotidiennes de monsieur, avait omis d'effectuer des paiements importants par rapport, par exemple, à ses médicaments. Donc lui, malgré que le plaignant il avait été hébergé pendant 7 ans, vois-tu, il s'est présenté à la fin de l'année 2019. Là. L'enquête a commencé là, mais ça s'est soldé à la fin du mois de mai, début du mois de juin 2020 par l'arrestation de la personne. Donc ce plaignant-là, cette victime-là de fraude avait été hébergée pendant 7 ans chez notre suspecte, on va dire, parce que c'est une madame qui est arrêtée dans ce dossier-là. Et lorsque son hébergement s'est terminé, puis qu'il a dû déménager, ce monsieur-là, compte tenu de son état, il a quand même laissé la gestion de ses finances personnelles à cette dame-là avec qui il faisait affaire depuis 7 ans. Puis c'est à partir de là que cette personne-là a décidé d'utiliser l'argent du monsieur pour payer ses choses à elle et ne pas payer les comptes à monsieur. Donc, il lui faisait confiance. Donc, c'est ça. La personne a été accusée à la cour de fraude de plus de 5 000 $, parce qu'on parle d'une somme de 7 200 qui a été prise directement dans le compte de la personne, l'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit et d'entrave à la justice. Donc, ça arrive que dans les dossiers de fraude, on est capable d'enquêter puis d'accuser les gens aussi. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette personne accusée-là? Là, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas fait le suivi, parce que souvent, c'est remis, là, puis avec les histoires de pandémie, des fois, les procès, en tout cas, la justice, ça peut se traiter un petit peu plus loin dans le temps. Puis, il y a quand même eu arrestation d'une dame de 67 ans qui a commis ces crimes-là à l'égard d'une personne de 84 ans, d'un monsieur là, de 84 ans. Donc, ça peut être n'importe qui. Il faut rester vigilant. Exactement. Un autre cas, juillet 2020 encore, là, c'est on disait que les fraudeurs appelaient les gens. C'est un peu en lien avec l'Agence du revenu du Canada. Votre numéro d'assurance sociale a été fraudé. Pour régulariser la situation, on va avoir besoin de votre nom, adresse, téléphone. Ça sert à quoi, ça? Ça va servir à ces fraudeurs-là d'utiliser vos renseignements personnels pour se bâtir une identité. Fait qu'on entend des fois parler dans les médias de vol d'identité. C'est juste comme ça que ça fonctionne. En utilisant vos renseignements personnels dans un moyen frauduleux comme ça, avec une mauvaise défaite, une pas bonne défaite, une pas bonne raison, ils vont se bâtir une identité, puis eux vont partir, puis ils pourraient dire moi, je vais m'ouvrir un compte de téléphone cellulaire. Puis je vais utiliser le cellulaire, puis beaucoup, puis je ne paierai jamais, jamais, jamais. À un moment donné, il y a des agences de recouvrement qui rejoignent les gens qui sont domiciliés ici, puis ils disent tu nous dois quelques milliers de dollars là, pour tel numéro de téléphone cellulaire que vous avez ouvert. Vous avez acheté ça dans une boutique de, peu importe, Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, qui est quand même pas proche d'ici, là. Puis la personne a dit non, j'ai jamais fait ça. Puis fait que ça pourrait être dans des cas comme ça, des fois. Fait que on vit ça. C'est pour ça que des fois, on se demande pourquoi, par exemple, l'Agence du revenu du Canada va nous demander telle ligne sur votre rapport d'impôt. Ouais. Des fois, ils changent de question. C'est justement pour éviter l'usurpation, plutôt le vol d'identité. Oui. Quand on parle de l'Agence du revenu du Canada, comme ça peut être Revenu Québec, comme votre institution financière, quand il y a quelque chose, ils vous appellent, ou si nous, on se rend compte de quelque chose, on va les appeler. Quand nous, on fait la démarche au numéro qu'on a dans nos papiers, dans nos dossiers, puis qu'on appelle là, ce qui est écrit là, on est sûr d'appeler à la bonne place.
lorsque ces gens-là nous téléphonent, ne devraient pas nous demander des renseignements. À titre personnel, moi, ça m'est arrivé un dimanche au soir, où est-ce qu'on est à la maison, on se prépare pour démarrer la semaine, le téléphone sonne, il est 21h30 environ, et puis c'est la service de sécurité des fraudes des cartes Visa Desjardins. Que veulent-ils tout de suite? Est-ce qu'il y a une arnaque là-dedans dans ma tête? Mais non. Je n'ai besoin de rien dire. Ils connaissent mes renseignements. On vient de détecter des transactions douteuses sur votre compte de carte de crédit, puis ils me donnent mes renseignements. Je n'ai pas à dire un mot. Donc, c'est crédible. Puis ce qu'ils nous expliquent, c'est que ce genre de transaction-là, au prix qui passait là, sur la carte, c'était souvent associé à des comptes de jeux. Quand les enfants... ils vont jouer sur différents jeux sur leur téléphone. Là. Des fois, ils peuvent passer à des niveaux, puis l'enfant ne se rend peut-être pas compte qu'en disant « OK », ben là, il facture la carte de crédit de peut-être papa qui est dans son téléphone, mais chez nous, c'est arrivé, mais il y avait eu la permission. Dans une fois précédente, oui, c'est beau, tu peux accéder à ce jeu-là, puis il coûte combien? 5 $, parfait, vas-y. Puis c'était autorisé, là, mais ce que la gang là, qui font les jeux n'ont pas dit, c'est qu'en disant OK, ben c'est plus 5, plus 5, plus 5. Exact. Fait que là, Desjardins s'était rendu compte de ça. Fait que quand on est allé voir Fiston dans la chambre, Hey, est-ce que tu joues à tel jeu? Oui, ça va bien, hein? T'as plusieurs niveaux, c'est pas mal bon. Ben oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça coûte cher. Ben oui, fait que là, on lui explique ça, qu'est-ce que t'as fait? Fait que là, en ligne avec le monsieur, fait que ça, c'était correct. Là, puis les services là-dessus sont bons. Là. Mais quand il faut pas les donner, nos renseignements. Le temps file en termes d'exemples. On voit que c'est plusieurs situations différentes et les stratagèmes sont multiples. Ingénieux parfois. D'autres fois, on se dit c'est farfelu, mais justement, les gens profitent parfois de la vulnérabilité des gens, malheureusement. Quelles sont les sanctions imposées à ceux qui sont reconnus de fraude? Écoutez, dans le Code criminel, j'ai l'extrait du Code criminel ici, l'article 380 sur la fraude, qui dit « est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans ». Ça, c'est la peine la pire, au pire des cas, avec le pire des criminels. OK? Donc, de 14 ans, si la valeur de l'objet ou de l'infraction dépasse 5 000 $. Puis si c'est en bas de 5 000 $, ben... là, ça pourrait être un maximum de 2 ans d'emprisonnement. Mais entre le 2 ans d'emprisonnement ou le 14 ans, bien ça, c'est les maximums dans les pires des cas avec des récidivistes. Lorsque c'est les premières infractions commises par des gens pour lesquels ils sont accusés, c'est sûr que les peines vont être moindres que ça. Là. Mais il y a des peines de prison de prévues, c'est ça. Puis il y a pour des actes reconnus moins... grave, là, je ne veux pas rentrer dans un cours de droit, ben ça pourrait être des amendes aussi. Là. Okay. Mais c'est dans le code criminel, puis les gens peuvent se ramasser avec un dossier judiciaire, là, des antécédents judiciaires, les amenant à avoir des difficultés à avoir certains emplois ou même certaines implications dans la communauté. Là. Fait qu'il y a quand même des conséquences. C'est pour ça que c'est important de le dénoncer. Et statistiquement parlant, dans la région, qu'est-ce que ça a de l'air? Écoutez, Thetford, là, regardez, l'année passée, quand on a sorti le rapport annuel de l'année 2020, toute fraude confondue, là, on avait 92 dossiers. Okay? Donc, c'est plus qu'un par semaine. Cette année, en début d'octobre, on a vérifié les statistiques ce matin. Donc, on est en début d'octobre. Quand on prépare l'émission aujourd'hui, on est déjà rendu à 89. Dossiers, puis l'année n'est pas finie. L'année passée, dans l'année complète, on en avait 92. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses de fraude reliées à la PCU, mais ça revient à un vol d'identité, ça, là. OK. Mais il y a aussi des fraudes. Ce matin, en vérifiant les appels ce matin et en se préparant pour venir ici, il y a des gens qui sont fait appeler par supposément leur émetteur de carte de débit. Attention, il y a une fraude sur votre carte. Toutes vos cartes ont été suspendues. On s'en va chez vous. On va aller chercher votre carte et puis on va la détruire. Okay. Et puis vous en recevrez une par la poste bientôt. C'était quoi votre NIP, donc, déjà, pour les fins de nos dossiers? 2 dossiers hier, 2 personnes différentes. On est rendu à 3 300 $ de perte. Parce qu'ils sont partis avec la carte, sont allés vider les comptes après, viennent à la maison chercher la carte. Il y en a de toutes sortes, des stratagèmes. C'est déjà tout. Malheureusement, j'aurais plein d'autres questions. Je pense qu'on aurait pu faire une émission. Trop, hein? Non, c'est très intéressant, au contraire. Et en plus, c'est notre dernière émission. Alors, j'espère que vous avez apprécié les capsules Info Aînés. L'objectif était de vous informer, la population, les aînés, leurs proches, pour prévenir des situations de fraude ou tout simplement comment aller chercher des services près de chez vous. Ça a été un plaisir. On se reverra peut-être l'année prochaine. Qui sait?